Ça fait presque 100 ans que les Oscars font la pluie et le beau temps dans le monde du cinéma. Presque 100 ans que les membres de l'Académie élisent les films et les personnalités qui repartent de la cérémonie avec le Saint Graal du 7e art, la petite statuette dorée. Presque 100 ans que les Oscars entretiennent une vitrine aussi prestigieuse qu'obscure. Car bien loin de la scène et du tapis rouge, se cache une grande machinerie dont les rouages sont faits de dîners de propagande, de votes biaisés, de carriérisme exacerbé et évidemment d'un gros paquet de pognon. Autant de paramètres et d'enjeux qui nous amènent à nous demander quelle est la place de l'art, de la créativité dans ces batailles d'ego et d'argent. À quel point les votes sont-ils influencés par des éléments extérieurs à la qualité intrinsèque d'un film. Et finalement, les Oscars ne font-ils pas plus de mal au cinéma qu'ils ne lui font du bien. 2 millions les 30 secondes. C'est le prix d'une pub aux Oscars 2021. 66 000 $ la seconde. Un tarif qui explique mieux les 150 millions de dollars de recettes publicitaires amassées par le diffuseur ABC. La cérémonie aux mille et une paillettes est rentable. Très rentable. À tel point que les organisateurs ont envisagé de diffuser des pubs pendant certaines remises de prix. Un tollé général des grosses têtes du ciné plus tard, et le diffuseur fait marche arrière. Mais qu'importe, la cérémonie des Oscars reste un monstre de marketing où les gros sous tiennent une place privilégiée sur le tapis rouge. Et pourtant, bien avant le grand soir, des enjeux économiques encore plus importants que ceux de la publicité se jouent déjà. Et ces enjeux, les sociétés de production et de distribution, elles les connaissent très bien. Bon, ok, disons-le clairement, pour une boîte de production, toucher l'Oscar, c'est toucher le jackpot. Et pour cause, il n'existe pas de plus belle vitrine dans le cinéma que celle des nominés et des Oscarisés. Associer son film à cette cérémonie, c'est lui offrir une exposition démultipliée. Le réalisateur Danny Boyle en a fait l'expérience. À sa sortie, fin 2008, son film Slumdog Millionnaire est diffusé dans seulement 10 salles aux États-Unis. Et lorsqu'il est annoncé parmi les nominés, 2 mois plus tard, sa diffusion grimpe à plus de 1600 grands écrans. Une augmentation exponentielle qui atteint son pic après la cérémonie. Couronné de 8 Oscars, Slumdog Millionnaire est alors diffusé dans 2943 salles de cinéma. Poser le tampon Oscar sur un film et celui-ci peut se voir 300 fois plus exposé en l'espace d'1 mois et demi. Rien que ça. Et qui dit exposition immense dit bien souvent recette exceptionnelle. Ça n'a pas manqué, le film qui a révélé Dev Patel atteint 141 millions de dollars au box-office américain et plus de 378 millions à travers le monde. Tu l'as deviné, la boîte de prod s'est bien remplie les poches. 3 ans plus tard, c'est un film muet à l'accent français qui connaît le même schéma, The Artist. Après sa victoire, il génère plus de 6 fois son budget rien qu'aux États-Unis. Des montants exceptionnels qui appuient une constante. En moyenne, chaque statuette gagnée rapporte 16 millions de dollars. En gros, prendre part à la course aux Oscars offre une distribution massive du film. La gagnée accorde une visibilité nationale absolue et une très large popularité à travers le monde. Des enjeux économiques qui dépassent le seul enjeu artistique. Mais le rush des Oscars ne se limite pas à générer des bénéfices pour les producteurs et distributeurs. Ils offrent aussi aux actrices et aux acteurs de nouvelles perspectives artistiques et économiques. Une personne nommée aux Oscars va attirer de nombreuses marques qui souhaitent profiter de son exposition. Les nominés vont être grassement rémunérés pour s'afficher avec leurs produits. Les enseignes investissent sur les acteurs et actrices et vont alimenter leur notoriété via des campagnes publicitaires. Une forme d'échange de bons procédés où acteurs et marques sortent tous gagnants. Mais ce n'est pas tout. Les agents estiment qu'après avoir décroché une statuette, leurs poulains peuvent espérer une hausse de 20% de leur cachet. Si on se raccorde un peu plus au cinéma en lui-même, on pense aussi aux propositions de rôle qui se présentent après avoir remporté un Oscar. Dévoilé au grand public en 84 avec le film Splash, Tom Hanks change de dimension à partir de 93, année de son premier Oscar pour son rôle dans Philadelphia. Il remet le couvert l'année suivante pour Forrest Gump et devient le second acteur de l'histoire à remporter 2 Oscars consécutifs. Sa popularité ne se mesure plus et s'ensuit une enfilade de succès tous plus gros les uns que les autres. Marion Cotillard, elle aussi, voit sa trajectoire bouleversée lorsqu'elle gagne l'Oscar et le César de la meilleure actrice pour son rôle d'Edith Piaf. Elle est ensuite à l'affiche de nombreuses grosses productions américaines. Une carrière internationale bien remplie et assez exceptionnelle, comme le fut jadis un certain dernier souffle, tout en délicatesse. Dans d'autres cas, une simple nomination suffit pour booster une carrière. Autant de trajectoires fulgurantes post-Oscar qui démontrent le poids de cette cérémonie dans l'industrie du cinéma. Au vu des retombées, on imagine aisément que les sociétés de production font tout pour maximiser leurs chances de nomination, et pour profiter au maximum du coup de projecteur que l'événement peut offrir. Mais pour voir le nombre d'entrées d'un film exploser, encore faut-il que celui-ci soit toujours diffusé au cinéma. Et c'est ce qui a amené le calendrier de sortie des films à se polariser. Les blockbusters aux effets spéciaux léchés sortent généralement entre la fin du printemps et le début de l'été, à la période où les plus jeunes ont du temps à leur accorder.
Les productions plus prestigieuses, plus complexes, souvent plus noires ou dramatiques, elles, sortent plutôt vers la fin de l'année afin d'être encore toutes fraîches pour la cérémonie en février. D'autant que l'engouement que génèrent les Oscars amène le public dans les salles, les gens vont voir les films qu'ils imaginent pouvoir gagner une récompense. Parce que dans l'esprit de beaucoup, la statuette reste le Graal de la reconnaissance artistique au cinéma. Les grosses boîtes de production font donc en sorte de calibrer la sortie de leurs films qui prétendent à l'Oscar pour en tirer un maximum de bénéfices, à défaut que cela entretienne une sorte d'élitisme autour du public cible. Si Monsieur Tout-le-Monde va au cinéma au printemps, les amateurs du 7e art, les cinéphiles, y vont entre eux à la fin de l'année. Autre joie du calendrier, les Golden Globes. L'autre cérémonie majeure du cinéma américano-centré se déroule en tout début d'année, environ 2 mois avant les Oscars. Les films sortis victorieux des Golden Globes se retrouvent au centre des spéculations sur ces mêmes Oscars. Ce qui contribue à alimenter la hype, donc les gens vont les voir, donc encore plus de pognon. Qui fait que bien souvent, il est plus rentable de gagner un Golden Globe et de se retrouver favori dans la course aux Oscars que de gagner un Oscar. Ouais, ok, donc les sociétés de production adaptent leur calendrier de sortie pour tirer profit de cette période dorée autour de la cérémonie. Mais cette façon de faire, si elle renforce l'engouement du public, ne permet pas d'avoir toutes les chances de repartir avec une statuette. Pour y parvenir, les sociétés de production mettent en place des campagnes autour de leurs films. Par campagne, on entend des diffusions privées, des séances de questions-réponses avec les acteurs, des dîners mondains, et tout ça à destination des plus de 9500 membres de l'Academy of Motion Picture Arts and Science, qui sont les votants des Oscars. Oui, il y a peut-être un léger problème. Ces campagnes, elles sont monstrueusement chères. On estime le prix entre 5 et 25 millions de dollars par film, avec un beau record pour Roma d'Alfonso Cuarón, 30 millions de dollars investis pour la campagne d'un film qui n'en a coûté que 15. Si on veut se faire une idée, c'est le double de ce que coûte une campagne présidentielle en France. Certains sont passés maîtres dans l'art de créer des campagnes plus efficaces les unes que les autres, accaparant autant de votes que possible. C'est notamment le cas du tristement célèbre Harvey Weinstein, qui a cumulé à travers ses sociétés Miramax et The Weinstein Company plus de 300 nominations pour 86 statuettes remportées, si bien qu'il fut surnommé un temps l'homme aux 80 Oscars. On lui a trouvé de meilleurs surnoms depuis. Les enjeux de ces campagnes et leur impact sur les votes sont si importants qu'en 2023, l'Académie a dû mettre en place des restrictions pour encadrer ces pratiques, notamment en limitant les diffusions privées. Donc les grosses sociétés de production font un marketing colossal auprès de l'Académie pour renforcer leurs chances de gagner. Rien de bien surprenant, mais ça crée un problème de fond. Si les grosses productions peuvent se permettre d'investir des budgets faramineux pour promouvoir leurs films, ce n'est pas le cas des productions plus modestes. Parce que l'idée, ce n'est pas réellement de s'assurer un vote en offrant un meilleur repas que celui du voisin, le problème c'est de s'assurer que son film soit vu. Et justement, le volume de films présentés aux Oscars chaque année est tellement important qu'il est difficile pour les membres de l'Académie de prendre le temps de tout voir. Max Carley, devenu membre de l'Académie après le succès de son film d'animation Ma vie de courgette, explique devoir voter pour 5 catégories aux Oscars, chacune d'elles contenant entre 12 et 50 films, soit 1 à 2 films à regarder par jour entre novembre et janvier. Un rythme indécent. Et en plus de ça, il n'y a aucun moyen de vérifier si les milliers de votants de l'Académie ont bien vu tous les films. On peut légitimement se demander si chacun prend réellement le temps de voir toutes les productions, et s'ils ne se limitent pas plutôt aux quelques-unes qui leur plaisent au premier coup d'œil. D'où l'importance des campagnes, qui en plus de chercher à capitaliser des votes, permettent de s'assurer que son film soit vu. Et on n'est pas les seuls à mettre le doigt là-dessus. Voilà ce que Stephen King, célèbre romancier et membre de l'Académie des Oscars, affirmait dans une tribune du Washington Post. Les électeurs doivent regarder tous les films. Cette année, il y en a environ 60. Il est impossible de vérifier, sous-entendu que tout le monde regarde bien tout. Mais le plus intéressant, c'est la suite de son discours. Combien de membres blancs de l'Académie ont vu Harriet ? Ce film qui retrace le parcours de la militante Harriet Tubman pour la cause des Afro-Américains. Ou The Last Black Man in San Francisco ? Sur un jeune noir qui tente de récupérer sa maison d'enfance dans un quartier aujourd'hui gentrifié. Une question qui trouve directement écho dans la controverse Oscar So White, née en 2016 du constat de l'homogénéité du profil des votants. À l'époque, 92% étaient blancs et 76% étaient des hommes, le tout avec un âge médian de 63 ans. Suite à la polémique, le panel de votants s'est vu élargi avec l'envoi massif d'invitations pour diversifier l'Académie. En 2020, 84% des désormais 9000 votants étaient blancs, et les femmes, représentées à 31%, restaient aussi largement minoritaires. Une ouverture qui n'en est donc pas vraiment une. À l'énorme volume de films présentés que les votants doivent en théorie visionner, s'ajoute la question de la sensibilité des votants et d'une sorte d'équilibre entre leur subjectivité et leur honnêteté intellectuelle. Et le problème dans tout ça, c'est pas tant de savoir qui domine qui dans la représentation des votants, mais davantage le fait qu'un unique profil de votant soit largement majoritaire, et que de ce fait, une sensibilité plus ou moins commune écrase toutes les autres.
Si les membres blancs et plutôt âgés de l'Académie ont vraiment vu tous les films, ont-ils été émus par ce qu'ils ont vu? Ont-ils compris certains d'entre eux? Comme l'introduit très simplement Stephen King, les choix de visionnage d'un homme blanc d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, qui en tant que votant est censé regarder des dizaines de films, vont probablement se porter sur des thématiques plus ou moins proches de sa sensibilité, de son identité, de son logiciel humain et cinéphile, et probablement moins sur l'histoire un peu discrète et pourtant saisissante d'une communauté noire ou latine. Quand on dit ça, imaginez alors ce qu'il se passe dans la tête d'un votant aux idées patriotiques exagérées. C'est à peu près le cas de cette actrice qui témoigne anonymement à The Hollywood Reporter. Parasite est un excellent film, mais je ne veux pas que ce soit un étranger qui gagne dans la catégorie du meilleur film. Ou encore au sujet de la meilleure actrice. Je ne voterai pas pour Cynthia Erivo, car je pense qu'ils auraient dû prendre une actrice américaine et non pas une anglaise pour ce rôle. Et elle a dit pas mal d'autres conneries. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut prendre un peu de hauteur. Ok, on l'a compris, les Oscars participent à faire exploser les recettes d'un film et la carrière de bon nombre d'artistes. Une sorte de grosse machine médiatique qui nourrit à coups de millions et de belles opportunités. Mais pour faire marcher cette machine et tirer profit au maximum de l'effet Oscar, il faut d'abord être sous le feu de tous les projecteurs. Les boîtes de prod et de distribution se lancent alors dans une course folle à la statuette, dépensant des millions et des millions de dollars en campagne de promo. Pour gagner cette course, il faut en connaître les règles et jouer un petit peu avec. On l'a vu, il y a un paquet de films et ceux qui décident, les votants, ont tous un peu la même tronche. On peut tranquillement dire que la diversité de sensibilité et de profil est loin d'être assurée, ce qui interroge la capacité de l'Académie à établir une sélection de films hétérogènes en termes d'origine, de culture et de thèmes abordés. Pour les producteurs, le but est de séduire cette belle petite assemblée de votants, d'y trouver un écho, et ce, dès la conception du film, bien avant la promo. On peut donc penser qu'avec tous les paramètres qu'on vient de relater, il pourrait y avoir une forme de film Oscar compatible, une sorte de pattern inscrit dans le spectre de sensibilité de l'Académie, qui lui permet d'être vu par les votants, de bien passer en promo et de se retrouver parmi les heureux nominés. Et voilà comment créer un modèle incontournable qui se répète chaque année si l'équipe du film veut poser sur le tapis rouge. Comme si les nominations et les récompenses des Oscars étaient soumises à un engrenage où s'articulent gros sous, grosses promos et gros bordel organisé des votes. Au final, une boucle vertueuse pour les producteurs et les distributeurs. Les dollars circulent, se démultiplient, les marques se disputent les stars se disputent les Oscars et leur carrière s'envole. Tout est bien qui finit bien. Et non, car dans tout ça, il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner, la pulsion créative, l'essence de la démarche artistique. Parce qu'avec un tel engrenage, un tel mécanisme, la question de la spontanéité et de la liberté créative se pose. La pulsion qui pousse un cinéaste à penser, écrire, tourner, monter et promouvoir son film est-elle vraiment détachée de la perspective enchantée qu'offrent les Oscars? Ou bien est-ce que cette perspective guide la façon de participer au film? Le cercle vertueux dont vous parlez, qui régale les producteurs et fabrique des trajectoires dorées, ne serait-il pas finalement un cercle vicieux qui condamne à la concession, au calcul, qui condamne les acteurs à chercher des rôles à Oscar, les scénaristes à les écrire et les films à cocher des cases esthétiques et narratives pour y prétendre? Combien de projets de films mornés, d'embryons de chefs-d'œuvre n'ont jamais vu et ne verront jamais les émotions sur le visage des spectateurs? Parce que le problème, c'est pas le fait de chercher à cocher ces cases, c'est simplement le fait que ces cases existent.